Salut les amis et bienvenue sur ce nouvel épisode de Cyber Story, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de mon dessin animé Disney favori, Taram et le chaudron magique. Oui, vous avez bien entendu, j'ai bien dit Taram et le chaudron magique, alias le Disney qui se fait toujours taper dessus. Dans cette vidéo, je vais me permettre de vous raconter brièvement sa conception, exposer mon avis et expliquer aussi pourquoi j'aime tant ce film tant décrié par les fans de la souris aux grandes oreilles. Alors chopez votre épée et en route pour Pridin. Tout commence en 1971, lorsque Disney achète les droits d'adaptation des Chroniques de Pridin, une saga de fantasy en 5 tomes sortie entre 1964 et 1968, écrite par Lloyd Chudley Alexander, un écrivain américain. Ces volumes racontent l'aventure de Taran, un jeune fermier qui rêve de devenir un véritable héros. Lors de son périple, le jeune homme rencontrera plusieurs personnages dont la princesse Elonwy, le barde Fléburflamme, ou Ritournelle en français, la petite créature au caractère curieux Gurgi, et le nain Dolly. Le thème principal de ces ouvrages est surtout le passage à l'âge adulte, comme une sorte d'apprentissage pour la jeunesse. Lloyd Chudley Alexander s'inspira du Mabinogion, ou les 4 branches de Mabinogi, 4 récits médiévaux, Pwyll, prince de Dyved, Manawydan, fils de Lyr, le Mabinogi de Branwyn et Mat, fils de Matonwy. 4 branches regroupant plusieurs textes, dont l'enlèvement de Pryderi, le mariage et la disgrâce de Branwyn, l'ensorcellement du Dyved, le viol de Goewin, etc. Les Chroniques de Pridin est une saga forgée en plusieurs cycles, le Livre des Trois, le Chaudron Noir, le Château de Lyr, Taran Wanderer et le Grand Roi. Viendra ensuite une préquelle en 1973 nommée The Foundling and Other Tales of Pridin. Toutes ces histoires renferment vraiment un univers très vaste et ultra inspirant. On voyage dans un pays où la magie existe, pays qui est d'ailleurs très inspiré du passé du pays de Galles. Nous avons donc Pridin, pays de la magie existante, Annuvin ou Annuvin, le pays de la mort, le royaume du peuple fée, etc. Il est très rare de trouver les romans de Chudley Alexander en France, alors si un jour vous avez la chance de tomber dessus, n'hésitez pas car l'aventure en vaut vraiment la peine. De mon côté, je n'ai que le premier tome qui s'appelle Le Livre des Trois, et j'aimerais vraiment trouver la suite, même si je pense que ça n'a pas été traduit en France, et donc il va falloir que je les cherche en VO. Revenons-en à Disney désormais. Le studio vient de sortir Rox et Rookie, qui est une vraie réussite. Il s'attaque désormais à l'adaptation de l'œuvre de Mr. Chudley Alexander, qui sera produite par Joe Hale, qui a déjà travaillé sur plusieurs films du studio dont La Belle au Bois dormant, Les 101 Dalmatiens, Robin des Bois, Peter et le Dragon, Rox et Rookie, Winnie l'Ourson, Bernard et Bianca et d'autres. C'est d'ailleurs lui qui donnera plus de présence au grand méchant de Taram et le Chaudron Magique, le Seigneur des Ténèbres, qui n'apparaît que très peu dans les livres. D'ailleurs, cette adaptation de Disney sera surtout inspirée des 2 premiers tomes des Chroniques de Pridin, le Livre des Trois et le Chaudron Noir, ou The Black Cauldron en version originale. Sachez que Taram et le Chaudron Magique est le premier film Disney à utiliser l'APT, l'Animation Photo Transfer, qui est un procédé de transfert par photographie des celluloses, les feuilles plastiques transparentes sur lesquelles on peint à la main les différentes images d'un dessin animé. Ce procédé devient ensuite obsolète à la fin des années 80 avec l'apparition du Computer Animation Production System qui informatisera le processus d'ancrage et de peinture en post-production pour les nouveaux films d'animation de Disney. Ce film, réalisé par Richard Rich, réalisateur de Rox et Rookie, est également le premier rendu en Super Technirama 70 depuis La Belle au Bois dormant sorti en 1959. Il met également en place le premier générique de fin illustré pour un film d'animation. Un générique d'ailleurs très propre et immersif qui nous accroche toujours au délicieux royaume de Pridin. Le film connaît néanmoins un échec commercial rude, avec un budget se rapprochant de 30 millions de dollars, c'était le dessin animé le plus coûteux à l'époque, et il n'en rapportera que 21 millions dont 4 millions durant sa première semaine de lancement. L'accueil du public est très mitigé, ce qui fera de ce projet un projet non rentable et 4ème sur la liste des sorties actuelles, où étaient en tête Retour vers le futur et une ressortie de E.T. En majorité, les gens de l'époque trouvaient ce métrage joli mais confus et beaucoup trop sombre avec son univers ténébreux et presque apocalyptique. Cela dit, le film récolte une très bonne critique du grand journaliste cinéma du Chicago Sun-Times, Roger Ebert. Lloyd Alexander, lui, annonce une critique moyenne en déclarant que le film s'éloignait beaucoup du livre, mais qu'en lui-même, il était quand même très divertissant. En ce qui me concerne, je suis énormément accroché à ce dessin animé des studios Disney, et ce, malgré toutes les claques qu'il peut se taper à droite et à gauche. Il reste pour moi l'un des meilleurs Disney et sans conteste mon Disney favori. Ce que les gens n'aimaient pas à l'époque dans ce film
est ce que j'aime le plus aujourd'hui. Cette ambiance noire, chaotique, mystérieuse et aventureuse m'emporte toujours dès que je lance le film. Ce n'est pas une nouveauté car je me gave de Taram et le chaudron magique depuis que je suis petit. Vous le savez, je suis quelqu'un de très nostalgique et extrêmement attaché à mon enfance. Premièrement, j'osais à peine lancer ma VHS du film car je craignais son univers et surtout, je craignais son grand méchant. En attendant d'avoir les couilles de regarder le film entièrement, ma mère me racontait l'aventure de Taram à partir d'un livre illustré que mon frère m'avait transmis. Et un jour, c'est décidé, j'allais regarder le dessin animé en entier. Alors j'ai pris mon courage à deux mains, mon petit Woody dans les bras, ma couette toute douce que je trimballais en guise de doudou, et j'ai lancé le film. Alors oui, je me suis chié dessus, pas littéralement, qu'on s'entende bien, mais j'ai frissonné. J'ai eu très peur lors de plusieurs passages, et pourtant, j'ai voulu le revoir. Encore, et aujourd'hui, j'ai toujours cet immense plaisir de revoir le film. Ce qui me marquera à jamais, c'est l'allure de son méchant, le Seigneur des Ténèbres, ou The Earned King, en version originale. Il était à la fois terrifiant, impressionnant, mais extrêmement plaisant à regarder. Tout était parfait en lui, sa voix, sa démarche, son thème musical, bref, je l'adore en tout point, même si c'est certainement le beau-frère de Skeletor. Que j'adore aussi par la même occasion. Bon, après cette interlude nostalgique qui me paraissait obligatoire, je vais essayer de synthétiser un peu ce que nous pouvons savoir de Taram et le chaudron magique. J'en profiterai également pour partager avec vous quelques anecdotes que vous ne connaissez peut-être pas. Bah tiens, d'ailleurs je vais directement commencer par une première anecdote. Le grand et parfois trop surestimé Tim Burton fut engagé par Disney à l'époque comme artiste concepteur designer pour le film. Il imagina pas mal de monstres qui ne furent finalement pas retenus. Sinon, je parlais de l'échec commercial du film tout à l'heure, mais mettons-nous dans le contexte. Taram n'est pas une catastrophe, loin de là. D'autres dessins animés Disney ont fait un plus gros flop que lui, comme La Ferme se rebelle ou même La Planète au Trésor. C'est simplement qu'à l'époque, Disney sortait beaucoup moins de dessins animés que ces 15 dernières années. Même au niveau des critiques, certains journalistes comparaient ce film au genre d'aventure que réalisaient Steven Spielberg ou George Lucas, ce qui est une très bonne chose. Taram et le chaudron magique reste un Disney unique en son genre en nous proposant aucune séquence chantée. Et c'est un point plus positif que négatif selon moi étant donné le nombre de Disney comportant un maximum de musique. Certaines étant même proposées dans un simple but commercial au point de devenir un véritable bourrage de crâne. Ce qui est aussi dingue, c'est qu'à cause de son échec commercial, des concepteurs vont même jusqu'à nier ce projet en faisant comme s'il n'avait jamais existé. Cela se calmera au fur et à mesure des années alors que le film devient beaucoup plus apprécié aujourd'hui grâce à cet univers sinistre qui en ressort. Concernant ce point, je pense d'ailleurs que Taram est simplement un film qui est sorti à la mauvaise époque, même si sa conception ancienne est ce qui fait énormément son charme aussi. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le dessin animé connaîtra un second doublage en France. Le premier ne sera jamais commercialisé en VHS en France et le sera seulement en Belgique et au Québec en 1998. Les sorties qui suivront en DVD ne comporteront malheureusement que le deuxième doublage, ce qui est vraiment dommage. En attendant, le film attend désespérément, tout comme moi, une sortie Blu-ray qui n'a encore jamais été annoncée. Même si le DVD comporte la mention grand classique, c'est vraiment du gâchis de délaisser un tel film pour les grands fans. En parlant de doublage d'ailleurs, savez-vous que le doubleur original du Seigneur des Ténèbres est le très talentueux John Hurt? Si ça ne vous dit rien, il a simplement joué Kane dans Alien, Ollivander dans les films Harry Potter et le terrifiant Adam Sutler dans V pour Vendetta. Pour Taram, de notre côté en France concernant le deuxième doublage, c'est Christophe Lemoine qui prêtera sa voix. Oui, la voix de Sam Gamgee et d'Eric Cartman est bien celle de Taram. A la base, Taram et le chaudron magique devaient être le renouveau de Disney, et c'est d'ailleurs pour cette raison que le projet a sans cesse été repoussé. Ce qui n'aida pas le film, c'est aussi le départ de 13 dessinateurs frustrés, dont Don Bluth, en 1979. Des anciens sont alors engagés avec quelques petits nouveaux, sans expérience, parmi lesquels nous retrouvons Tim Burton, que j'ai déjà cité, et aussi John Lasseter. Pour ceux qui se demanderaient quand même qui est John fucking Lasseter, il s'agit d'un homme anecdotique qui a seulement créé la saga Toy Story, réalisé Cars, scénarisé Mille une pattes et produit des petits films comme Monstres et compagnie, Le voyage de Chihiro, Le monde de Nemo, Les Indestructibles, ouais bref un petit bonhomme. En 1981, Disney vise en premier lieu les adolescents, ou en tout cas un public qui ne regarde plus énormément les Disney de l'époque tout simplement parce qu'ils prennent conscience qu'ils ont grandi et aimeraient être pris plus au sérieux. À ce moment-là, le film de Steven Spielberg, Les Aventuriers de l'Arche perdue, faisait un tabac un peu partout dans le monde. Alors il semblait génial de partir dans un délire d'aventure, où on peut ajouter un univers un peu plus sombre, médiéval, plein de magie et de combats à l'épée. Le but de base était quand même hyper ambitieux. L'équipe voulait même intégrer de nouvelles technologies avec un système holographique, mais c'était beaucoup trop coûteux à l'époque.
En plus de ça, une grève de dessinateurs intervient pour s'étendre sur 10 semaines en 1982, ce qui fit perdre énormément de temps au projet. Ensuite, grosse crise en 1984 avec le départ du producteur exécutif Ron William Miller qui quitte Disney. Il sera remplacé par Michael Eisner qui devient le président-directeur général de la société Walt Disney Productions en septembre 1984. Il ne sera pas seul d'ailleurs car il sera aussi accompagné par Jeffrey Katzenberg, futur producteur de L'étrange Noël de Mr. Jack et Shrek avec DreamWorks. Les deux hommes d'affaires veulent privilégier les films live et envisagent même d'abandonner entièrement l'animation. Katzenberg avoue de son côté qu'il déteste Taram et le chaudron magique, au point de demander absolument un nouveau montage qui réduira le film de 10 bonnes minutes. Il gérera le projet lui-même et décidera de réécrire et dessiner de nouvelles séquences. Situation chaotique pour un métrage pourtant si intéressant. Taram et le chaudron magique devait sortir pour Noël 1984, mais il sera repoussé à l'été 85 avec le résultat final que l'on connaît tous. Pour en finir avec les petites anecdotes, il faut savoir que le film des aventures de Taram a réutilisé quelques éléments venant de Merlin l'Enchanteur sorti en 1963. A noter qu'on peut également apercevoir rapidement la fée Clochette au royaume souterrain des elfes, juste là. Maintenant que j'ai dessiné le projet de Taram et le chaudron magique, j'aimerais y mettre mon petit grain de sel, même si je l'ai déjà un petit peu mis quand même. Le film a été beaucoup repoussé pour son côté sombre et chaotique, qui pourrait terroriser les enfants. Mais je pense que ces personnes ont vite oublié que Bambi n'est pas un Disney joyeux, loin de là d'ailleurs. Même chose pour Blanche-Neige et les 7 nains qui renferment en son sein une scène terrifiante où Blanche-Neige tente de s'enfuir dans une forêt vivante qui la maintient enfermée dans un univers quasi cauchemardesque. Sans oublier cette horrible sorcière au nez aussi gros que ma tarte aux pommes. Tout ça pour dire que dans toutes les grandes histoires, il y a des moments terrifiants et encore plus un méchant effrayant qui doit transmettre ce sentiment de danger. Hansel et Gretel, le petit poucet, le petit chaperon rouge, ils utilisent tous les trois ce concept du grand méchant qui doit faire frémir ses lecteurs. Le Seigneur des Ténèbres de Taram et le chaudron magique est antipathique pour les enfants. Il est vil et cruel à travers nos yeux d'enfants qui ne voient pourtant que lui à l'écran. Mais il pue la classe dès qu'on commence à grandir et qu'on le reconsidère une fois qu'on a atteint l'âge adulte. Ce personnage n'a pas d'humour, il est squelettique, il est sinistre et sale dans une histoire forte et mature. Soldats, bientôt le chaudron magique sera mien. Son pouvoir maléfique coulera dans mes veines. Et grâce à moi, vous ressusciterez du chaudron. Oui, oui, oh oui, et vous me vénérez, moi! Oh, mes soldats, il y a si longtemps que je brûle de devenir un dieu parmi les mortels. En parlant de force d'ailleurs, n'oubliez pas non plus que la princesse Eilonwy est la première princesse forte qui n'a besoin de l'aide de personne. C'est même elle qui sauve Taram à un moment propice dans le film, et qui le recadre quand il fait une remarque sexiste. Certes, elle repart dans un délire c'est tout mignon, c'est tout beau, mais même les femmes fortes de caractère ont cette attitude, et c'est normal. Même les hommes aujourd'hui peuvent avoir ce caractère. Par exemple, moi quand je regarde mon chat, je peux pas m'empêcher de faire pareil. A noter que Taram a su décoincer Disney au niveau du sang, car oui, lors d'une scène, Taram se prend un vilain coup et se met à saigner de la lèvre. C'est furtif aujourd'hui, mais ça reste un point à noter. N'oublions pas aussi que le film a subi un découpage à la tronçonneuse aussi, avec plusieurs scènes qui furent censurées pour préserver l'interdiction de moins de 13 ans aux États-Unis. Il y a même une scène qui était présente lors de sa sortie au cinéma et qui fut effacée à jamais pour les sorties VHS et DVD. C'est une scène se passant juste après l'apparition du chaudron et où Taram, désirant détruire celui-ci, s'empare d'un bout de bois pour détruire le chaudron. Ce bout de bois se brise et les trois sorcières surgissaient à ce moment-là. Ce passage très banal est cependant toujours présent dans les livres de l'époque, donc si vous en avez, vous pouvez toujours vérifier si ce moment est toujours là.
Nous ne savons pas pourquoi cette séquence a été retirée, mais on peut en tout cas entendre un raccord dans le film encore aujourd'hui grâce à la bande originale qui laisse clairement deviner qu'une scène a été supprimée. Vous savez désormais que Taram et le chaudron magique a bel et bien subi de la censure. Il se trouve même que certaines des scènes censurées permettaient de mieux comprendre l'histoire. Mais ça, malheureusement, je pense que nous ne le saurons jamais. De ce que j'ai pu entendre de mon côté, il paraît que les gens détestent ce film, et c'est dommage car il a un réel potentiel, et même s'il a subi une terrible censure, il reste énormément agréable. Ces décors sont vraiment somptueux et variés avec la ferme de Dalbin, le château du Seigneur des Ténèbres, la forêt, le domicile des sorcières, si on peut appeler ça comme ça. Bref, au niveau des décors, je n'ai rien à dire. Et pareil au niveau des personnages, Taram est très attachant avec son aspect gamin qui veut être pris au sérieux. C'est intéressant de voir cet entre-deux de l'enfance et la gaminerie avec le côté adulte et responsable. Et pour ceux qui souhaitaient en apprendre plus sur le passé de Taram, sachez que nous n'en savons pas plus sur le passé d'Aladin. D'ailleurs, des choses non expliquées dans les Disney, on pourrait en trouver pas mal, je pense. Ce qui me renvoie vers ceux qui veulent savoir pourquoi Tirlir est doté d'un pouvoir magique. Eh bien, on ne le sait pas, tout comme on ne sait pas pourquoi Cruella est si cruelle avec les animaux. Et ce n'est pas si mal de ne pas savoir, car ça stimule aussi l'imaginaire quand on est petit. On essaie de s'inventer des histoires, et c'est génial ça. Pourquoi vouloir toujours tout expliquer et mettre des portes barricadées à des choses qu'on pourrait imaginer à l'infini tout en se faisant plaisir? J'adore quand il y a une part de mystère dans certains films, et il arrive même que de grandes intrigues ne soient jamais vraiment dévoilées pour laisser planer un certain imaginaire. Je ne sais pas si c'est une question de goût, mais de mon côté j'adore ça. Mais je reste d'accord qu'il y a des fois où on a besoin d'explications, surtout si c'est assez primordial, mais pour ce qui est du cas de Tirlir, je ne trouve pas que ça l'est. Je pense que toujours se poser des questions par rapport à une certaine logique peut nuire au plaisir qu'on prend de regarder un film, même si je ne dis pas bien sûr qu'il ne faut rien penser et avaler tout ce qu'on nous sert à chaque fois. C'est juste que pour des films Disney, je trouve ça étrange de toujours chercher une cohérence dans tout, alors que le film est avant tout là pour qu'on s'évade et qu'on puisse profiter à fond de l'univers qu'on nous présente. Après, si vous voulez mon avis de fan, je pense que le pouvoir de Tirlir est simplement un don obtenu depuis la naissance, comme peuvent l'avoir certaines personnes qui ont un don précis, comme les médiums, les grands sportifs ou autres artistes qui savent faire des choses hallucinantes dès leur plus jeune âge. Concernant le fait que le Seigneur des Ténèbres a connaissance de l'existence de Tirlir, il se peut que ça soit sensitif et que lui aussi a un certain pouvoir surnaturel. Et pour Ritournelle et Elenwy, Ritournelle est certainement prisonnier parce qu'il a cassé les oreilles des sbires de notre grand méchant, et Elenwy a certainement été interrogé par celui-ci qui tentait d'avoir des informations sur le chaudron magique. J'imagine même de mon côté que celui-ci a certainement fait tuer ou fuir les parents de cette princesse. Enfin voilà ce que je pense pour ces petites choses, n'hésitez pas à donner votre ou vos versions pour qu'on puisse débattre dans les commentaires, ça m'intéresserait beaucoup de savoir ce que vous imaginez de votre côté. Après, pour faire un dernier petit tour au niveau des personnages, on peut parler rapidement de Tirlir, qui est un personnage pour qui on a de la compassion. Il n'y peut rien d'avoir de tels pouvoirs et il est obligé de survivre avec eux. Je peux aussi aborder le sujet du personnage de Dalbin qu'on voit très peu dans ce film. Il est comme une espèce de mentor pour Taram et son cochon, mais également une sorte de père ou grand-père. Je ne sais pas vous, mais moi j'imagine toujours un personnage de ce genre pour le père de Link qu'on voit bien souvent au début de l'aventure dans les jeux Zelda. Ensuite, il y a les sorcières qui sont extrêmement drôles dans leur méchanceté. D'ailleurs, quand je les vois, je suis toujours obligé de penser à celle du film d'animation Hercule de Disney qui est sorti en 97. Pour Ritournelle, c'est un personnage aussi très attachant qui arrive à nous faire sourire. Il paraît naïf et passionné de musique, ce qui est un beau contraste avec le monde dans lequel il est obligé de vivre. Et après, il y a Gurgi, que j'aime énormément et qui est vraiment un personnage adorable au final. On a du mal à s'y attacher au début, mais il devient vite plus agréable. Pareil pour Creeper, le serviteur du Seigneur des Ténèbres, qui est le seul personnage comique du côté des méchants. C'est un personnage qui nous fait pitié et qui est aussi là pour nous prouver que le Seigneur des Ténèbres n'a aucun sens de l'humour. D'ailleurs, celui-ci en a que faire de son serviteur, qui n'est qu'un simple objet pour lui. Après le flop de Taram, Eisner et Katzenberg décident de faire des films moins chers et plus rapides à produire. Ils changent également leur vision des choses par rapport aux films d'animation, qui continueront au cœur de l'empire de Walt Disney avec des grands succès comme La Belle et la Bête, Tarzan, Aladdin, Frères des ours, etc. Taram et le chaudron magique ne sera jamais oublié par ceux qui l'adorent et qui persisteront à le faire aimer par leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs filleuls, leurs nièces ou leurs neveux, qui le transmettront aussi un jour à d'autres personnes. Ce film n'a vraiment pas eu de chance. Avant de terminer cette vidéo, je tenais à partager avec vous 3 petites anecdotes que je trouve super intéressantes au sujet de Taram et le chaudron magique. Lorsque le Seigneur des Ténèbres libère le pouvoir du chaudron magique, les monteurs se sont un peu amusés et ont intégré le son d'une réelle navette spatiale.
Savez-vous aussi que la bande originale a été composée par Elmer Bernstein? Et oui, le compositeur de La Grande Évasion, The Blues Brothers, Le Loup-garou de Londres et le cultissime Ghostbusters, alias SOS Fantôme. Pour cette OST, le compositeur a choisi un instrument très particulier pour donner un effet fantomatique et pesant. Cet instrument s'appelle un thérémine, qui peut aussi faire penser aux ondes Martenot. Le thérémine est un des plus anciens instruments de musique électronique. Il a été inventé en 1919 par l'ingénieur russe Lev Sergevitch et se définit par un boîtier électronique composé de 2 antennes. Il produit de la musique sans même être touché par la personne qui joue avec. C'est vraiment un instrument hyper intéressant qui, à lui seul, nous plonge dans une ambiance unique. Le thérémine a d'ailleurs été également utilisé par Danny Elfman pour la bande originale de Mars Attack réalisée par Tim Burton en 1996, mais pas seulement car il a aussi été utilisé par des artistes de chez nous comme Jean-Michel Jarre pour son album Oxygène et le groupe La Femme. Et pour finir, saviez-vous qu'un film Taram et le chaudron magique pourrait bien voir le jour dans les prochaines années ? Effectivement, il y a quelque temps déjà, un article était paru un peu partout et abordait la possible naissance d'une nouvelle version de ce film plus ou moins maudit. Un producteur exécutif aurait déjà été choisi et les questions planent sur une possible nouvelle franchise de plusieurs films ou d'un unique film live. Une chose est sûre, Taram et le chaudron magique mérite de revenir sur le devant de la scène et sera sans doute bien mieux accueilli aujourd'hui qu'à l'époque, surtout s'il continue de respecter l'univers qu'il a déjà bien fondé avec le film d'origine. Disney a toujours les droits, donc si ce projet se concrétise, on pourra peut-être enfin obtenir une édition Blu-ray digne de ce nom pour cette occasion spéciale qui serait le renouveau et la renaissance d'un film trop oublié. C'est la fin de cet épisode de Cyber Story, j'espère que celui-ci vous aura plu et vous aura donné envie de revoir ce film, ou même de le découvrir pour certains, qui sait. N'hésitez pas de partager votre avis sur ce film, ou simplement me dire ce que vous avez appris grâce à cette vidéo, parce qu'après tout mes vidéos sont faites pour ça, pour apprendre de nouvelles choses, et j'espère sincèrement que le travail que j'effectue vous satisfait. Je vous avoue que je ne sors pas des vidéos très régulièrement, mais je préfère prendre mon temps et sortir des épisodes qui me plaisent, plutôt que de me dépêcher à partager un travail bâclé. Je suis également sur un projet personnel qui prend énormément de mon temps, en plus de mon travail qui est à prendre en considération aussi, et donc je fais de mon mieux pour Cyberbreak. Soyez rassurés, j'ai encore plein de choses à raconter. La prochaine vidéo sera une critique sur le film Wonder Woman que j'attends avec impatience depuis plusieurs semaines déjà. Je réfléchis également à un nouveau petit concept qui proposera des vidéos plus courtes, mais je préfère ne pas en dire plus pour l'instant et préserver une certaine surprise. Sachez aussi que le prochain Break Fact va bientôt commencer à naître de ma plume, je sais déjà à qui je vais le consacrer. En attendant, je vous souhaite un merveilleux week-end, profitez du soleil, prenez soin de vous, sortez le string et longue vie au cinéma d'animation.